Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine. C'est parti pour le décryptage de l'actualité. Nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau. C'est mardi 6 février. Nous allons aborder la question sécuritaire. À l'est de la République démocratique du Congo, le Conseil national de la défense s'est réuni hier lundi autour du président de la République et au sortir de cette audience ou de cette réunion, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rassuré nos compatriotes des Goma ou du Nord Kivu en particulier et les Congolais en général pour dire que toutes les dispositions sont prises pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber entre les mains des rebelles. Entre-temps, nous apprenons des sources concordantes que l'avancée des rebelles ne fait que s'accentuer. Que se passe-t-il dans cette partie est du pays? Que faire pour mettre fin à cette rébellion? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi commenter la sortie médiatique de ces diplomates américains, Herman Cohen, qui a révélé que pour les États-Unis, le Nord Kivu n'appartient plus à la République démocratique du Congo. Doit-on voir l'ombre des États-Unis derrière ou en appui sur le Rwanda qui est présenté à ce jour comme principal agresseur de la RDC? Des questions auxquelles nous allons trouver des réponses dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la décision du Conseil d'État qui a rejeté une requête du gouvernement introduite par le Premier ministre Sama Lukonde pour permettre aux 36 membres du gouvernement élus, députés nationaux, de cumuler les fonctions, c'est-à-dire qu'ils devraient combiner et leurs fonctions de députés, mais aussi des ministres, question d'assumer les affaires courantes. Le Conseil d'État a rejeté cette requête en estimant que le cumul des fonctions n'est pas permis par notre loi. C'était d'abord quoi la motivation de cette requête? Nous en parlerons dans cette émission. Le cas Salomon Escadela va aussi nous intéresser. Le conseil spécial de Moïse Katumbi, qui croupit encore sur son lit d'hôpital, a été élu député provincial au niveau de la ville de Kindu à Maniema. Mais pour la première fois depuis 2006, un détenu est proclamé député provincial. Alors que dit la loi face à cette situation? Est-ce qu'il sera autorisé d'aller siéger et de recouvrir ses immunités? Entre-temps, son audience s'est poursuivie hier lundi 5 février. Son conseil a sollicité auprès de la Cour son évacuation vers l'étranger. La Cour a promis de répondre vendredi prochain. Comment trouvez-vous le déroulement de cette affaire? Nous allons aborder toutes ces questions sur ce plateau avec le président du parti politique Pour l'amour du Congo, Jonathan Mbele, candidat malheureux aux législatives nationales et provinciales. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, monsieur le journaliste, de l'invitation. Bonjour à vous également, à la grande équipe technique, à nos nombreux compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République et même en dehors de la République. Je suis heureux d'être de nouveau invité de votre bel plateau Perfect Actu, dont nous saluons bien évidemment le fonctionnement, parce que depuis un moment, on s'est familiarisé à Perfect Actu. Nous l'avons accepté, nous l'avons passage pour l'année 2024. Voilà, nous l'avons adopté et nous ne cessons de plébisciter les travaux beaucoup plus élogieux qui mène le promoteur de la chaîne et particulièrement vous qui êtes à la présentation de cette émission. Bon, bien évidemment, dans le langage beaucoup plus simpliste, on parlerait de candidats malheureux, mais on ne peut parler des candidats malheureux que lorsqu'il y a eu de meilleures élections. Pas des élections où seul l'entérinement d'une résolution d'un congrès ont été à la base. Parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas eu des élections, mais plutôt nous avons eu l'entérinement de résolution du congrès de l'UDPS, qui devait être faite, bien évidemment, par un de ses militants, dont la personne du fédéral Afrique du Sud, UDPS, qu'on appelle Kadima. Donc, face à cette organisation, on n'en parlerait pas de candidats malheureux, d'autant plus encore. Et je profite également pour remercier mes électeurs de la FUNA qui m'ont élu avec plus de 8000 voix. Ça, il faut le dire. Nous n'avons pu compiler que 45% de bureaux de vote de la FUNA. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire les 100% de bureaux. Pourquoi vous n'avez pas saisi la Cour constitutionnelle? Voilà, laissez-moi finir. Sur les 45% déjà au national, nous avons plus de 8000 voix. Et au provincial, nous avons exactement 5020 voix. Donc c'est pour dire qu'en réalité, dans les deux circonscriptions, nous avons gagné. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés à la Cour constitutionnelle. Jonathan Gbele mène un combat de moralité. Jonathan Gbele mène un combat des valeurs. Je pense que mes valeurs à moi m'interdisent d'aller forcer la main
C'est en fait ça la réalité. Tu commences à forcer la main. J'arrive à aller à la course un peu comme si j'allais forcer la main pour qu'on puisse me donner un cadeau, si je dois le dire comme ça, un siège plutôt. Et pourtant, je pense que les sièges, je les mérite valablement. Voilà pourquoi nous avons pris des nouvelles défis avec ma base. Nous irons en 28, si seulement s'il y aura de bonnes élections. Et cette fois-là, nous allons faire mieux que ce que nous avons fait en 18. Parce que nous avons appris des informations à notre possession qu'à cause de la personne de Jonathan, on a sacrifié toute la liste de mon regroupement. Et on nous a frappé de cette histoire de n'avoir pas pu atteindre les seuils. Et pourtant, notre centrale a dénombré au moins 2000 et quelques voix par candidat. Nous avons aligné 415 candidats. Faites la sommation, vous allez voir que nous avons même triplé les seuils tels que prévus par eux. Donc nous avons compris qu'effectivement, il était la question de règlement de compte, parce que certains disent que lorsqu'on a cité le nom de mon regroupement, quelqu'un a dit M. Jonathan est là, il n'aime pas M. Tshisekedi. Jonathan représente quelle menace pour ces régimes? Voilà, Jonathan incarne... Pourquoi on va invalider Jonathan Gwele? Jonathan incarne aujourd'hui la constance. Jonathan incarne aujourd'hui la motivation et la détermination. Et c'est ce qui me tue dans mon combat. Je reste constant, je suis motivé et déterminé. Est-ce le karma qui vous a frappé finalement? Parce que vous étiez de la coalition Lamuka, où le leader Martin Fayoulou avait interdit à ses sympathisants, ou disons à ses lieutenants, de ne pas postuler aux législatives. Mais vous l'avez fait en catimini. Conséquence, vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas élu. Est-ce le karma? Donnez-moi une seule de ces vidéos-là où le président dit que ses candidats ou ses compagnons de combat ne doivent pas postuler. C'est fait ça la réalité. Il ne faut pas confondre les choses. Jonathan Gwele, le président national du PAC, allié à la Mouka. Jonathan Gwele n'est pas d'engagement citoyen pour le développement. Un parti que j'aime, un parti pour lequel je suis allié. La décision des Fayoulou concernait les CID ou la coalition Lamuka? J'arrive, je vous réponds. Moi, je peux vous citer les membres de la coalition Lamuka. Je vous réponds. Les membres de la coalition qui n'ont pas postulé, mais ne sont pas toutes. Ça, c'est déjà la première de réalité à mettre sur table. Et comme allié, je pensais que mes électeurs voulaient bien parachever ce combat que nous avons longtemps mené ensemble et m'amener au niveau des hémicycles pour mieux l'amener, pour mieux la faire. Voilà pourquoi nous étions là. Mais aujourd'hui, à ma connaissance ou à ma souvenance, il n'y a pas une décision qui interdit même aux alliés de postuler. Il n'y en a pas. Je suis cadre là, au sein de la plateforme politique Lamuka. Ça, il faudrait déjà les rappeler. Comment expliquez-vous votre échec aujourd'hui? Est-ce, entre guillemets, ce règlement des comptes que vous mettez en avant-plan ou simplement de l'impréparation? Parce que vous étiez déjà candidat, mais vous n'avez pas voulu vous afficher par peur peut-être des représentants au niveau de la coalition. Sur terrain, vous avez été, on va dire, pratiquement inexistant. Quelques affiches, ça et là. Et on ne vous a pas senti durant la campagne, les candidats d'une manière générale de l'opposition. Heureusement que vous parlez sur pied de suppositions, parce que je doute que vous avez fait le monitoring pour dire que nous n'avons pas été assez sur le terrain. Je mène les combats pour l'intérêt du peuple congolais depuis bientôt 12 ans. Et donc 10 d'activisme à la télé et même sur terrain. Et pour ma circonscription, je suis très actif depuis 10 ans. J'ai un domicile connu à Selembaou. Les gens sont là presque chaque jour le matin. J'interviens, je réagis sur les questions vitaux de ma circonscription à temps. Je doute fort que les gens ne seraient pas en train de parler de l'impréparation comme vous l'affirmez tout à l'heure. De un. De deux. Je suis parmi les rares des candidats de l'opposition qui a bénéficié d'un accompagnement fou de la population. Des gens ont loué des panneaux publicitaires pour moi, qui me rendaient visible sur l'ensemble de ma circonscription électorale. Des gens ont élevé des bâches, des panneaux aussi, des panneaux à type moderne, hein, des petits placards et tout, avec de bois. Déjà sur Bakaya, où il y avait un panneau géant, j'ai même les images ici. L'entrée sanatorium, j'avais encore une très grande visibilité là-bas. Très bien. Sur les 18 quartiers de Selemba, où j'ai au moins des cellules de ma formation politique, donc du PAC, pour chacune des quartiers, 2 cellules.
Et il n'y a pas une activité où je suis descendu, j'ai fait moins de 400 personnes. Si vous voulez les images, j'envoie illico presto, on essaie de déjà passé. Voilà. Donc, il ne faudrait pas... ces images pendant la campagne. Bon, j'aimerais pas dire ici à la télé ce que vous m'avez fait subir pendant la campagne. Personne ne vous a fait subir quoi que ce soit. Je peux dire ici que j'avais le droit de l'exclusivité de la campagne ou de la promotion ici, mais qui malheureusement est arrivé en retard. Voilà. Donc, vers la fin, non, j'arrive. Vers la fin, mes spots sont passés. C'est fait ça la réalité. Donc, pour moi, c'est une victoire. J'ai gagné les élections, mais comme certains pensent que je n'aime pas M. Tshisekedi, ils n'ont pas décidé de me proclamer. Très bien. Mais s'il faudrait parler de l'amour, je pense que l'amour de maman Denise lui comble suffisamment. Déjà qu'il ait fait trop de bisous en public. L'amour de Serena, d'Anthony et de tous ses proches le suffit. Merci. Moi, comme politique, j'implémente plutôt la rigueur dans la critique. J'implémente la sévérité dans mes analyses. Très bien. Prochainement, travail suffisamment sur le terrain. Nous l'avons fait et nous allons les multiplier. Et vous n'aurez plus à accuser la CENI. Non, mais je n'accuse pas. Je rapporte ce qui est vrai. Voyez-vous un cas qui m'a proclamé un Mbélé? Pourquoi pas? Voyez-vous quand il m'a proclamé un Mbélé? Il a proclamé Salomon, qui est d'ailleurs aujourd'hui présenté comme celui qui voulait renverser les régimes, tantôt qui aurait divulgué les secrets d'État, les secrets défense, je crois. Alors pourquoi je vais vous faire rire. Avez-vous un problème particulier avec Kadima? Je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire un peu. Vous savez, en 2018, nous avons eu des candidats qui ont fait plus de 100 000 voix ici. Notamment Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, il n'a même pas 40 000. Vous pensez que Kadima dit vrai? Mouzito, chez lui, n'a pas 100 000 voix. On va parler actuellement, cher Jonathan Mbélé. D'abord, les conseils d'État, les cumuls des fonctions. Il est connu de tous que chaque fois qu'il y a élection, le gouvernement est réputé démissionnaire. Surtout pour les membres qui sont élus. Mouzito, en 2011 ou 12 comme ça, il avait rendu le tablier pour aller siéger. Un peu, même en 2018 avec le gouvernement Tchibala, tous les membres du gouvernement proclamés députés nationaux avaient rendu les tabliers pour aller à l'Assemblée nationale. Mais pour cette fois, il y a quand même un fait qui sort de l'ordinaire, où le Premier ministre, chef du gouvernement, saisit le Conseil d'État pour introduire une requête qui va permettre à lui-même comme Premier ministre et à tous les 36 membres du gouvernement élus députés nationaux de cumuler les fonctions. Comment qualifiez-vous cela? Est-ce de la gloutonnerie? Est-ce toujours ces soucis de servir la République ou de l'égocentrisme simplement? Déjà, il faut dire que vraisemblablement, lorsque vous avez une gouvernance des bandits, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Parce qu'il faut déjà rappeler à M. Sama que lorsque l'on engage le gouvernement de la République, surtout en matière de contact avec la justice, il faille avoir l'aval ou le quitus du Conseil de ministres. Ce qui n'est pas le cas. Dans aucune de réunions du Conseil des ministres, l'on a fait mention à une quelconque saisine du Conseil d'État. Là, c'est la première des choses. Et si tel était le cas, ce n'est pas la personne du Premier ministre, mais plutôt la personne du ministre qui gère la question de la justice et des gardes des Sceaux. Parce qu'effectivement, c'est les symboles de la justice dans le gouvernement. Mais s'il a fait à titre personnel, nous serons totalement d'accord. Il a fait au nom du gouvernement. Voilà. Déjà qu'il y a eu violation parce qu'il n'y a pas de quitus du gouvernement. C'est pourquoi je parle de la gouvernance des bandits. Parce que dans une gouvernance sérieuse, des gens ordonnés, on obtient d'abord le quitus du Conseil de ministres. Donc, des actions in solidum, on l'implique à toute une gouvernance. C'est là le mal. Dit que les présidents de la République n'étaient pas informés de cette question. Voilà, déjà. Cette question n'était pas débattue en Conseil des ministres. Déjà, presque toutes les résolutions PV, si je dois l'appeler ainsi, du Conseil des ministres, sont rendues publiques sur la toile. Il suffit de taper PV 82e réunion, vous l'avez. J'ai lu tous les PV. Après les élections jusqu'à ce jour, il y en a eu 3. Nulle part, on a parlé d'une quelconque saisine, un peu comme on ne parle même pas de la situation de l'Est. Mais je me pose la question, où a-t-il trouvé mandat, prérogative pour saisir au nom du gouvernement de la République les conseils d'État? Parce que s'il a saisi au nom du gouvernement de la République, ça veut dire qu'il a utilisé les avocats de la République.
Comment vous pouvez mettre en mouvement les avocats de la République sans avoir mandat ou quitus de la République qui passe par les conseils de ministres? C'est là même le problème. C'est un exécutant de résolution du conseil de ministres. Le Premier ministre n'est pas la prise de décision du conseil des ministres. Non, d'autant plus encore que depuis qu'il est Premier ministre, il l'a présidé que 3 fois. Pour le reste 2 fois, c'est M. Tshisekedi qui l'a présidé. Ça, c'est déjà un problème du point de vue forme. Venons-en au fond. Je n'aimerais pas emprunter vos mots, j'aimerais utiliser les miens. Je pense que ça va dans le sens de la gourmandise. Ça, ce n'est plus la volonté de servir la Respublica. Vous avez soulevé les cas Mouzito à l'époque, Kouegel a fait l'intérim. Parce qu'effectivement, il fallait passer à une autre étape. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les 36 ou 39 ne veulent pas partir. Parce qu'effectivement, les enfants doivent régner pour que l'argent rentre en famille. Et les pères ou mères doivent rester au gouvernement pour également amener l'argent dans la famille. Suffisamment d'argent. Non, la volonté de l'homme politique congolais. Pratiquement tous sont des députés réélus, excepté peut-être Sama Lukonde et quelques 2 ou 3 ministres. Tous ont été déjà députés. La réalité, c'est lesquels? Ils ne veulent pas seulement se maintenir au pouvoir, mais ils veulent profiter des dividendes des dernières heures. C'est en fait ça la réalité. Mais on aurait appris qu'ils avaient déjà touché leurs indemnités de sortie. Voilà. Pourquoi ils veulent encore assumer les affaires courantes? Plus grave encore, si et seulement s'ils l'ont perçu, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont censés partir. Parce que l'État vous a payé ce qu'il vous doit pour partir. Mais pourquoi ils ne veulent pas partir? Et moi je me dis, sans avoir honte, Lukonde va comme ça au Conseil d'État pour demander à demeurer Premier ministre malgré qu'il a été élu. Ça, c'est un discrédit contre le bon fonctionnement des institutions de la République. Et je salue la position du Conseil d'État qui pense effectivement qu'il faudrait que la République avance. Et la République ne peut avancer que lorsqu'il y a des hommes qui sont respectueux non seulement des textes, mais des règles d'éthique et de moralité. Parce qu'aujourd'hui, je doute que dans cette gouvernance, il y a encore des gens qui sont moralement stables. Parce que dans la stabilité de la moralité, on voit également les savoirs passer l'éponge. Mais aujourd'hui, les privilèges, les avantages, on ne veut pas s'en débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait parler du mois de février, on parlera des termes de frais de fonctionnement de ministère, on parlera des frais des cabinets et tout ce qui vient avec. Et qui va les gérer? Ce sont ces démissionnaires. Mais malheur à nous, c'est lesquels? Nous avons accepté dans cette gouvernance des bandits d'avoir pour challenger aux élections des gens qui ont des prérogatives ou sont dépositaires de pouvoir public de l'État. Parce qu'aujourd'hui, certains ont utilisé les engins de l'État pendant la campagne parce que personne n'a veillé sur, et même pas celui qu'on appelle Jules. Certains ont utilisé les moyens de l'État pour la campagne et personne n'a parlé ou personne n'a réagi. Mais maintenant qu'il s'agit de faire un choix entre les fonctions de l'État et l'activité parlementaire, ils ne veulent pas parce qu'ils sont gracieusement traités. Comme j'aurais même appris qu'il semblerait que comme ministre, certains touchent 45 000 $. Et je me questionne, si un ministre peut toucher 45 000 $ et qu'un enseignant d'université a à peine 2 millions et quelques de francs congolais, c'est-à-dire qu'en réalité, on a inversé le rôle. Celui qui forme l'avenir est moins traité. Ils ont très bien calculé. Comme ministre, vous avez 45 000 $ au plus, et comme député, et avec la nouvelle loi des finances, nous apprenons qu'ils sont dans les 30 000 $. Et ils ont à eux seuls plus de 70 000 $ le mois. Vous imaginez un peu. Madame Ifoku l'a dit, nous avons simplement aliéné notre destin entre les mains de quelques familles. Parce qu'une seule famille vous rapporte le mois, mensuellement, plus de 70 000 $, et une famille vous apporte, pour certains 100 $, pour d'autres des millions de francs, et pour d'autres 800 000 francs. Ça veut dire qu'en réalité, il y a déséquilibre dans les traitements et des conditions de vie des compatriotes congolais. Voilà pourquoi je pense que cet arrêt devait vraiment venir pour couper court à ces débats et permettre à ces jouisseurs d'effectivement faire le choix utile et libérer la République de leur gestion beaucoup plus gloutonnante. L'arrêt est tombé. La session inaugurale de la 4e législature a eu lieu le 29 janvier. Et dès ce jour-là, les ministres élus députés avaient 8 jours pour décider entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et je pense que cette date doit expirer demain mercredi déjà. Est-ce qu'avec cet arrêt,
nous pouvons voir les ministres s'exécuter et respecter la loi dans ces pays où on a l'habitude de voir des gens fouler aux pieds les arrêts et même les décisions de la justice? Cher Hervé, ce n'est pas interdit parce que, comme je ne cesse de le dire, lorsque l'on a sous notre gestion une gouvernance des bandits, des voyous, la réalité c'est que les textes ne représentent plus rien. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit ici, il y a eu des décisions de justice que beaucoup n'ont pas respectées. Il y a eu des décisions suscitées par les hiérarchies, mais beaucoup n'ont pas respecté. Et moi, je me questionne, si déjà quelqu'un n'a pas été en mesure de respecter dans le passé une décision de justice, est-ce qu'il le fera aujourd'hui? Mais le souhait, c'est que, comme on l'a dit, les arrêts et les jugements sont prononcés au nom du peuple congolais. Par respect à ces 80 millions d'habitants, ces gens devraient s'y soumettre, d'autant plus encore qu'ils ont été signifiés et notifiés de ces arrêts, mais aussi la volonté prise lorsque l'on a accepté d'avoir un mandat du peuple, c'est effectivement d'accepter de les servir, même si nous savons que beaucoup sont là parce qu'ils ont été petits A, ils ont été potes A et certains ont été désignés par. Et que la réalité, c'est que la volonté de notre peuple n'obtiendra pas gain de cause. C'est ça, malheureusement, la triste de nouvelle. Mais nous pensons qu'au vu de la volonté de l'appareil judiciaire exprimée par son arrêt, nous estimons qu'il est grand temps que ces gens essayent, ne serait-ce de sauver le peu de l'honneur qui puisse leur rester. Très bien, on reste toujours dans les volets de la justice pour parler cette fois-ci du cas Salomon Escadela. Mais avant cela, je vous invite, mesdames et messieurs, à voir ce qui a été la dernière audience qui s'est tenue hier, lundi 5 février, au niveau de la prison militaire d'Indolo. Et ça concerne, comme je le disais tantôt, Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, député élu pour le compte de la ville de Kindu. Suivez, on se retrouve tout juste après. De se détériorer et son évacuation vers l'étranger devient de plus en plus impérieuse. Salomon Kalonda est soumis sous respirateur artificiel. Si rien n'est fait, les pires risquent d'arriver, estiment plusieurs médecins. C'est dans ce contexte que ses avocats ont introduit 3 demandes de liberté provisoire pour leurs clients, sans suite. Alors que sa fuite n'est pas à craindre, d'autant plus que le fils du Maniema a été massivement élu à Kindu comme député provincial. Pour la cour militaire, la demande de Salomon est examinée. Elle devra se prononcer dans quelques jours. Elle accède à la demande du ministère public qui sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Or, jeudi, ça sera jeudi, il y a les audiences qui sont prévues. Donc, nous allons renvoyer pour le vendredi. Du côté des avocats, c'est la sérénité mélangée aux inquiétudes qui règnent suite à ce qu'ils considèrent comme un acharnement sur un malade. Nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. M. Salomon Kalonda a été élu, M. Salomon Kalonda a une résidence connue, M. Salomon Kalonda a une attache, je voulais dire, une attache au Congo, et donc personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. Interpellé depuis le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, en dépit des accusations qui pèseraient sur lui, plusieurs activistes et défenseurs des droits de l'homme parlent d'un montage grossier et d'un procès politique qui viserait à affaiblir Moïse Katumbi Chapwe. Entre-temps, à Kindu, dans la province du Maniema, lors de la session inaugurale de l'Assemblée provinciale, les élus ont validé le mandat du meilleur élu de la province pour la législature 2024-2028. La détention illégale de Salomon Kalonda, une erreur du passé qu'il faut corriger. La population de Kindu et en majorité les jeunes demandent au chef de l'État la libération pure
Très bien, Jonathan Belé, vous venez de suivre le reportage sur l'audience relative au dossier Salomon Escadela. Mais la grande question que j'aimerais vous poser dans le cadre de cet élément, c'est l'élection de Salomon Escadela. Pour la première fois depuis 2006, un détenu est élu député provincial. Alors, que prévoit la loi dans pareille situation? Avant de parler, bien évidemment, de son évacuation. Bien évidemment, je me dois d'abord de le féliciter. Espérons qu'il pourra bien évidemment le suivre parce que M. Salomon Escadela aujourd'hui prouve par son élection que l'attachement de ses électeurs envers sa personne reste sans faille. Parce que il est presque impensable qu'un détenu en prison Exactement. qui n'a pas été présent sur le terrain pour la campagne, voilà, puisse arriver à convaincre un électorat de plus de 20 000 personnes. Donc s'il l'a fait, ça veut dire que cet amour est de manière beaucoup plus infinie. Et ça, il faudrait l'en féliciter. Il faudrait féliciter également la population de Kindu, parce qu'ils ont prouvé qu'ils veulent un changement, surtout au niveau de leur assemblée provinciale, parce que hier j'ai vu la salle où devait se dérouler la rentrée parlementaire s'est transformée en restaurant. Les gens y ont mangé parce qu'effectivement le gouverneur Idrissa n'a pas été en mesure de payer les administratifs. Un peu comme Kinshasa. Et il n'y a pas eu plénière. En fait, la réalité de la République de Bondy, c'est lesquelles? La République de Bondy implémente la notion de l'intérim indéfini. La notion de la République de Bondy implémente la notion des incompétents dans la gestion. Ça, c'est la République de Bondy. J'ai vu hier au niveau de l'APK qui a effectivement reprise. Mais je me dis, est-ce que M. Godefroy est aujourd'hui fier d'être passé par là avec toutes ces dettes sociales qu'il a laissées? 15 mois d'arriéré pour le personnel administratif. Les assistants parlementaires, n'en parlons pas. Les honorables députés, n'en parlons pas. Les membres de cabinet. Mais en passant, avant de revenir sur Salomon, est-ce que Moukébaï va-t-il récupérer ces 12 mois d'émolument dilapidés, ou même pas dilapidés, partis en fumée? Au prix de tout, nous conseillons l'honorable Moukébaï à lutter parce que ce sont ses droits. Les émoluments, un peu comme les salaires, ont un caractère alimentaire. Là, c'est les textes. Personne n'a le droit de toucher ou de porter atteinte. Parce qu'au finish, c'est le droit à être nourri, vêtu et logé qui est mis en branle. Très bien. Donc, en revenant sur le dossier Salomon Escadela, Que dit la loi? Voilà. Sera-t-il autorisé à siéger? Déjà, même en étant en prison, son mandat va être validé. Parce que la validation de mandat part de la réception de dossiers personnels des candidats venus de la CENI, son examen au niveau du bureau provisoire ou des commissions, ainsi que sa petite vote en plénière. C'est au fait ça la réalité. Donc, même en prison, on va valider son mandat. Il restera la question de l'effectivité de la présence de l'honorable Kalonda dans le plénière. Et c'est là peut-être qu'il y aura un problème. Parce que chaque assemblée provinciale aura plutôt à élaborer un règlement intérieur. Absolument. Et ces règlements limitera bien évidemment les conditions pour perdre un mandat, comme ça a été pour l'Assemblée nationale lorsque vous ne participez pas au quart des activités d'une session, vous êtes réputé, renoncez au mandat et on valide votre suppléant. Mais je ne crois pas qu'on va arriver à ces niveaux-là parce que nous avons foi à la justice et nous pensons que comme le dossier Kalonda est vide et nous le confirmons, la justice va bien évidemment l'acquitter et qu'il bénéficiera du droit de siéger pour l'intérêt de ces 20 000 personnes qui ont cru en lui et qui l'ont fait confiance. Autre question concernant toujours Salomon Escadela, avant de parler de la sécurité.
L'audience s'est tenue hier et son conseil a sollicité son évacuation vers l'étranger, vu la situation dégradante de son état de santé. Pensez-vous que pour cette fois, la Cour va s'exécuter? J'aimerais m'adresser au premier président de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, et aux membres de la composition qui gère le dossier Kalonda. Monsieur le Président, avec toutes les déférences que nous vous devons, nous sommes d'avis que le procès contre un mort n'existait pas. Ça, c'est la loi. La mort est la cause d'insection de l'action publique. Mais nous pensons qu'un prévenu en bonne santé peut vraisemblablement vous permettre de faire votre travail. Et vous avez pour obligation que la loi. Vous n'avez pour dictat que les textes. Monsieur Kalonda Dela, pour lequel vous examinez aujourd'hui la demande de liberté provisoire et mourant, considérez-les comme votre frère qui se retrouve en cette position-là et qui risque de perdre la vie et de voir son âme partir. Dans ces pays, la plus grande des instances en matière militaire, je cite, la haute cour militaire, a préservé la vie de M. François Béat, a préservé la vie de Mme la colonelle Lily, a préservé la vie de beaucoup. Vous n'allez nullement avoir de remords si vous préservez la vie de Salomon Kalonda Dela. Parce qu'effectivement, il est et il demeurera sous votre contrôle. Mais nous souhaitons le voir en vie. Respirateur artificiel sous bonbonne n'a jamais été une meilleure solution. Pensez à la vie que vous allez préserver. Pensez à peu de sourire que vous allez donner à ses électeurs, à peu de sourire que vous allez donner à sa famille. Pour le reste, vous êtes libre. Mais je pense qu'à un moment, vous ne serez plus libre. Et ces moments-là, c'est lorsque vous serez seul devant votre juge naturel, qu'on appelle votre conscience. Aujourd'hui, M. Salomon est en train de subir les sorts de la maladie. Nous parlons Salomon. Demain, nous ne savons pas si nous allons parler de qui. Je pense effectivement que mon message va vous atteindre et que vous allez la considérer pour effectivement sauver la vie de ses compatriotes congolais qui luttent depuis plusieurs mois entre la vie et la mort. Merci beaucoup. Parlons cette fois-ci de la situation sécuritaire de plus en plus dégradante à l'est de la République démocratique du Congo. Un conseil supérieur, je crois, de la défense s'est tenu hier lundi autour du président de la République. Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM de la Défense, nous rassure que toutes les dispositions sont prises pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber entre les mains des rebelles. Mais s'il faut revenir en arrière, vous allez vous rappeler ici que le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait été clair lors d'un briefing aux côtés de son collègue Patrick Bouyaya que la RDC ou Kinshasa, comme on le dit dans les langages diplomatiques, va réagir coup sur coup dès que la ville de Goma sera atteinte, ne fût-ce que par une balle. La ville de Goma a été touchée par une bombe la semaine dernière. Rien n'est encore fait. Plus loin, c'est le chef de l'État qui va nous dire qu'à la moindre escarmouche, il va réunir et le Sénat et l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de décréter la guerre ou de déclarer la guerre contre le Rwanda. À ce jour, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour mettre fin à cette question d'insécurité à l'est du pays? Merci, cher Hervé. Il faut déjà dire que les dire et les faire n'ont jamais été de bons compagnons pour la gouvernance actuelle.
ils ont facile à beaucoup dire, mais ils sont incapables de beaucoup faire. Aujourd'hui, je ne cesse de demander pardon au bon Dieu pour les péchés que ces rares de Congolais ont commis en donnant quelques suffrages à M. Tshisekedi. Je demande pardon également à mes frères équatoriens qui ont cru à ce que cet ancien détenu de la CPI a dit pendant la campagne pour bien évidemment porter son candidat. Je m'en vais également demander pardon. Je demande pardon également pour tous ces militants et sympathisants qui croient que Bemba devait faire quelque chose pour la défense de mon pays. Quelqu'un qui n'a pas d'instruction militaire, un ancien rebelle, qui a tout appris en brousse. Il a été présenté comme l'homme de la situation, capable de mettre fin à c'est ce que j'ai dit, par des militants et sympathisants. Les vrais observateurs n'ont pas cru en cet ancien repris de justice. Ça non. Il faut déjà dire que Bemba est condamné pour subornation des témoins. C'est un corrupteur. Il a un arrêt qui les condamne pour ça. Ça l'a empêché même de postuler en 2018. Vous imaginez un peu. Donc, quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il devait faire quelque chose pour la sécurité de notre pays? J'ai dit non. Que faut-il faire en dépit de dire qui sont difficiles à faire? Escarmou, voilà. Coup sur coup. Voilà. Je pense que le Tundol également est rattrapé par l'âge, c'est la fatigue. Il n'a plus le pied en pompe, comme on dit. Il a encore ses facultés mentales. Non, les facultés mentales, oui, mais l'énergie. Parce que de tout ce qu'il a eu à faire comme balai diplomatique, nous avons payé. Hein. La République a dépensé de l'argent pour ses voyages. Exactement. Quelle est cette organisation à vocation internationale qui a émis une résolution ou une décision pour condamner le Rwanda? Zéro. Ça, c'est le bilan de Lutundula. Zéro. Sans compter son compagnon qui a volé les sièges de Lévi, Paï. Ça, il faut encore le dire. Mais la réalité, c'est que la question de la sécurité aujourd'hui mérite un traitement par le professionnel. Parmi les professionnels, je vois ceux qui ont déjà eu à vaincre cette guerre. À l'époque, le général Etumba Didier l'a fait. Aujourd'hui, c'est un retraité de l'armée, mais qui a encore toutes ses facultés en place et qui peut valablement servir la République. Pourquoi ne faisons pas nous appel à M. Didier Etumba? Simplement parce que certains l'ont donné une connotation. C'est un kabiliste, c'est ceci, c'est cela. Et pourtant, des anciens rebelles ont été promus ici pour ne rien faire. Ça, c'est le problème. Si aujourd'hui Bemba nous rassure pour Goma, pourquoi il ne nous a pas rassuré pour Chacha? Pourquoi il ne nous rassure pas pour Minova? Pourquoi il ne nous a pas rassuré à l'époque pour Bunagana? Ça, c'est encore notre problème. Quand Bunagana est tombé, il n'était pas encore VPM de la défense. Quand il est venu, la mission, c'était de récupérer Bunagana. Il ne nous a pas rassuré ça. Et aujourd'hui, pas à pas, Kichanga, pas à pas, Kishacha, pas à pas, Saké, pas à pas. C'est comme ça, on évolue. La conséquence, c'est qu'après tous ces discours, nous sommes en train de perdre nos territoires. Et des compatriotes aussi. Et des compatriotes. Pourtant, nous avons une gouvernance en place qui peine à trouver des solutions promptes et directes. Parce qu'aujourd'hui, si les Congolais doivent être confiants que Goma ne tombera pas, est-ce qu'ils doivent le temps être pour Chacha, pour Minova? Parce qu'il faut le dire. Moi, je l'ai dit et je pense seulement que je suis en train de me tromper, mais ça risque de ne pas arriver. Ces rebelles ne veulent pas prendre Goma. Ils sont à la poursuite des coins stratégiques. Ils ont la frontière ou encore le poste frontalier de Bunagana, où ils perçoivent des taxes. Ils sont en train de se taper de l'argent. S'ils arrivent à avoir Minova, qui encore est stratégique, ils vont continuer. Et je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment ambitionner Goma? Je ne sais pas. Et je profite pour saluer nos vaillants soldats de M20, comment on appelle ça, de FRDC. Parce qu'effectivement,
ils mènent au front une résistance farouche, en dépit de tout ce qu'il y a comme aléa. Mais moi, je pense que les dires devaient actuellement joindre dans les faits. Parce que si effectivement ils pensent avoir obtenu des suffrages à l'Est, précisément à Goma, c'est pour ramener la paix. Mais si cette gouvernance n'est pas en mesure de ramener la paix, c'est qu'en réalité, ils ont été menteurs. Mais nous avons pratiquement les mains liées avec ces accords signés à Nairobi, à Luanda, qui nous obligent à observer le cessez-le-feu. Conséquence, nos militaires, nos FARDC ne sont pas autorisés à combattre. Cher Hervé, C'est l'avancée nous, ou la montée fulgurante nous ne pouvons pas, nous, observer les cessez-le-feu alors que ces terroristes ne le font pas. Parce que cette résolution, ces positions ne devaient pas être appliquées qu'à la République. Pourquoi nous nous sentons, nous, obligés d'appliquer les cessez-le-feu alors que de l'autre côté, les terroristes foulent cela au pied? Ce cessez-le-feu doit être considéré comme un cessez-le-feu complice. Est-ce qu'il y a de notre part? Non, plutôt un cessez-le-feu hypocrite et complice. Je ne vois pas un père de famille pour lesquels on imprimante des chic notes sur son enfant et qui va être là en train d'observer. Non. À la moindre attaque, il faut riposter. Mais pourquoi nous observons et attaquons? C'est déjà ça le grand problème. Aujourd'hui, c'est nous qui subissons l'afflux de déplacés. C'est nous qui subissons l'afflux de meurtres et des assassinats. Mais est-ce pourtant cela doit continuer? J'ai dit non. La République doit s'assumer. Il doit répondre de manière prompte. Il n'est point besoin de nous rassurer que ça ne va pas tomber. Il est plutôt question de nous rassurer que nous n'aurons plus de morts. C'est ce que nous demandons à cette gouvernance qui disent ou qui prétendent avoir mis autant de moyens dans l'armée. Mais que ces moyens-là servent à quelque chose. Hervé, ou encore mes compatriotes congolais, c'est que vivent nos frères. C'est vraiment une situation à ne jamais souhaiter. L'instabilité qui règne dans des familles qui sont endeuillées chaque jour, ça devait nous interpeller. Des enfants qui ne peuvent pas étudier. Ça devait nous Qui interpeller. passent nuit à la belle étoile. Des populations qui ne peuvent même pas se choisir des dirigeants. Parce qu'effectivement, l'insécurité leur guette de manière continuelle. Et moi, je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps de nous débarrasser de ces messieurs trop parleurs qu'on appelle Bemba, qui dans la réalité, dans le factuel, est moins faiseur. Est-ce que le problème, c'est Jean-Pierre Bemba? La guerre n'a pas commencé avec Bemba. Bemba l'a trouvé. Bon, on peut aussi dire qu'il fait partie de ces gens qui ont mené... Qui nous ont mené la... Voilà. Merci. Il est aussi en quelque sorte un problème. Bemba, c'est aussi le problème du Congo. Il s'est rébellé contre la nation un moment. Est-ce que le problème ne dépasse-t-il pas Jean-Pierre Bemba? Il y a aussi un premier ministre en fonction, Jean-Michel Samolkonde, Voilà. qui a dirigé le gouvernement 2 ou 3 ans durant. Mais on parle de moins en moins de lui. Voilà. Monsieur Lukonde, c'est un exécutant ou encore un chargé de suivi des résolutions du Conseil des ministres. Monsieur Bemba est le patron de la politique de la défense de notre pays. Si notre politique de défense ne marche pas, c'est que Bemba n'a pas les épaules pour ça. Et il n'y a pas d'autre mot pour dire que M. Bemba doit partir. Et je suis triste d'ailleurs de constater que bientôt là, il fera l'intérim du Premier ministre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Un peu comme il a mal géré nos finances comme vice-président de la République, un peu comme il a mal géré notre défense, il va encore mal gérer l'ensemble du gouvernement de la République. C'est impensable, ou voire même inimaginable, de voir un Bemba nous amener vers la sécurité. Parce qu'effectivement, tendez-lui le micro, posez-lui la question par où il pense commencer pour les questions sécuritaires. Vous n'aurez pas de réponse. Vous n'aurez pas de réponse. Et là, c'est les pires des premiers ministres que nous avons eus dans notre pays.
À l'époque, avec Crispin Atama et le général Etumba, nous avons bien évidemment mis fin à cette guerre d'agression. Mais aujourd'hui, on enlève Mbala, on amène Chiwewe, on enlève le vieux Gilbert Kabanda, on met Bemba. La sécurité ne revient pas. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est un problème d'hommes. Parce que les hommes du passé ont quand même ramené la paix. Mais les hommes du présent n'en sont pas en mesure. Très bien. Alors, à ce jour, la thèse du complot ou de l'hypocrisie de la communauté internationale se confirme. Vous avez suivi il y a quelques jours Herman Cohen, cet ancien diplomate ou ce diplomate américain qui a été clair dans ses mots. Pour lui ou pour les États-Unis d'Amérique, le Kivu, notre Kivu à nous, Congolais, appartient depuis quelques années au Rwanda. Est-ce que nous devons à ce jour continuer toujours à aller chercher des condamnations au niveau des organisations internationales, sachant que c'est cette même communauté internationale, ces mêmes organisations qui sont en train d'alimenter cette guerre? Voilà, déjà il faut dire que nous n'avons pas été en mesure de nous assumer. Toutes les fois où la RDC a pris parole du haut de certaines tribunes à l'international, nous n'avons pas dit des choses clairement. Si vous comparez les discours... Le président a été clair dans tous ses discours. Si vous comparez les discours du président guinéen du haut de la tribune des Nations Unies à la dernière session et la nôtre, vous allez voir qu'il y a écart. Pourtant, nous subissons presque la même chose. Il a parlé des Kagame comme notre agresseur. Voilà. Il ne suffit pas de parler des Kagame comme agresseurs. Il faut faire encore quoi? Mais il suffit de mettre devant les responsabilités tous ces États voyous du monde qui soutiennent Kagame. Le Royaume-Uni qui lui a donné de l'argent. Les États-Unis qui lui donnent de l'argent et des munitions avons déjà été clairs et directs envers les États-Unis et le Royaume-Uni? Je dis non. La preuve, c'est qu'on venait d'observer une réception ici avec les ambassadeurs des missions diplomatiques accréditées en RDC, où à aucun d'entre eux l'on a victimisé, où on a rappelé sa participation active à cette guerre d'agression. Écoutez M. Cohen dire ce qu'eux pensent. C'est en réalité ce que les États-Unis pensent ou c'est ce que les États-Unis ont déjà matérialisé. Voilà, c'est en réalité nous notifier maintenant de ce que les États-Unis ont déjà fait. On nous notifie maintenant que vous devez oublier. Mais nous avons dit, si les colons nous ont laissé cette terre depuis Berlin, nous avons hérité de nos 2 345 000 km. Nous ne sommes pas prêts à céder même 1 km aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ce sont nos terres. Les terres de Kimbangu, de Kipavita, de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons péché. Nous avons péché par des approches. Nous avons fait de financiers de nos agresseurs nos amis. Et soit c'est pour qu'ils continuent calmement et aisément leur mission, soit c'est pour qu'ils nous espionnent. Aujourd'hui, le Rwanda, qui n'est nullement au front pour une guerre, mais ne cesse d'être doté. Et nous qui sommes au front, avec des terroristes, ça il faut le dire, nous avons difficile à être dotés. Erdogan a pensé à nous, il nous a donné quelques avions. Poutine pense à nous, il nous donne quelques avions. Nous allons dépenser un peu en Chine pour acheter des drones. Mais tous ces États forts du monde, pourquoi ils ne nous offrent pas également leur soutien? L'Allemagne qui a octroyé des chars blindés à l'Ukraine ne devait pas nous venir en aide également? Mais simplement parce qu'il est la question de financer à distance cette guerre pour donner de la force à notre ennemi, ils le font.
M. Owen doit retenir que nous ne sommes pas prêts à accepter de perdre nos terres. Et pour ça, nous allons nous battre. Très bien. On va terminer cette émission par cette dernière question. Nous attendons vivement la sortie du prochain gouvernement. D'après vous, quelle approche doit être développée par le prochain gouvernement pour mettre fin à cette rébellion? C'est vous qui attendez ce gouvernement. Moi, je ne l'attends pas. Parce qu'effectivement, nous aurons 5 nouvelles années de gâchis. Mais pourquoi êtes-vous pessimiste à ce point? Je connais les joueurs et leur jeu. Il a promis de corriger les erreurs du passé. Je connais les limites de la gestion UDPCienne. Je connais les faiblesses de la gestion UDPCienne. Lorsque vous mettez l'argent devant eux, ils ont de faibles. Lorsque vous mettez la boisson, ils sont faibles également. Les questions d'État qui devaient être prises très au sérieux, ils n'ont pas le temps pour ça. L'essentiel pour cette gouvernance, s'ils veulent réussir, c'est reconnaître le prouesse des anciens. Ça, je le dirai toute ma vie. Kabila a mal géré mon pays, je suis d'accord. Mais Kabila a fait en sorte que Bunagana ne tombe pas. Pourquoi ne pas les consulter? Et Toumba a géré sous Kabila. Oui. Mais Toumba a fait en sorte que les M23 puissent rentrer chez eux au Rwanda. Pourquoi ne pas faire appel à lui? Aujourd'hui, il y a des gens, des officiers méritants et valeureux qui peuvent bien évidemment tout donner pour nous ramener la paix. Mais pourquoi on ne les met pas en contribution? Si vous faites ça la question. Donc, si la gouvernance à venir pense réussir, il doit également compter sur la participation de tout le monde. Et cela passe par les rappels de ceux qui ont vécu certains événements et dont l'expérience peut nous être utile. Je pense, moi, à mon humble avis, que la paix va revenir au Congo. Mais si et seulement si nous travaillons pour ça. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour notre gouvernement, pour notre pays, de prendre en main ses responsabilités? Il y a des rapports qui ont écrit noir sur blanc qu'il y avait dans notre armée des officiers qui étaient en intelligence avec des groupes armés, question de déstabiliser notre armée, question de menacer notre sécurité intérieure. Mais nous faisons quoi de tous ces rapports? Pourquoi nous n'arrivons pas à déférer ces présumés accusés ou ces présumés auteurs de la menace de notre sécurité intérieure devant la justice? Je l'ai dit tantôt, je suis de ceux qui pensent que la gouvernance actuelle est complice de notre insécurité. Parce qu'au vu de réalité du factuel, comme vous l'avez dit... Il faut être aussi réaliste. Même sous Kabila, on a accusé certains officiers de collaborer ou de traiter avec les rebelles. Voilà, si pendant ce temps-là, ils n'ont jamais été inquiétés et maintenant encore, ils ne les sont pas. C'est-à-dire qu'en réalité, on les entretient. Vous entretenez celui qui collabore avec l'ennemi. En réalité, nous sommes complices, s'il faut le dire comme ça. Très bien. Parce qu'un collaborateur de l'ennemi doit être mis hors d'état de nuire. Merci. Ou encore doit être exempté de toute activité pour permettre à ce que la paix revienne. Mais si nous ne le faisons pas, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes complices de ce qui nous arrive. Merci beaucoup, cher Jonathan Mbele. Les Wazalendo qui ont été présentés par le passé comme un groupe armé, tantôt un groupe rebelle, parfois comme un groupe d'autodéfense, il y a un membre du gouvernement qui avait déjà annoncé par le passé que ces gens seront utilisés dans les prochains jours. C'est Moïno Nzangi, il faut citer son nom, c'est Moïno Nzangi. Pour défendre la patrie. Et bizarrement, ce sont ces Wazalendo d'aujourd'hui qui défendent tant soit peu les pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donner raison à Mbosso Kodia qui avait demandé à son temps, aux députés issus du Grand Kivu de quitter les groupes armés? Il y aurait des députés du Grand Kivu, détenteurs ou patrons des groupes armés? Déjà, il faut dire que je suis contre l'activisme de ce mouvement parce que je pense que ce sont des gens que l'on ne maîtrise pas et que dans l'avenir, ils risquent de nous coûter cher. Très bien.
Ça, je le pense. Mais je salue leur activité. Je salue leur activité tout en pensant qu'il est grand temps de faire un choix. Est-ce que nous les utilisons simplement pour ces efforts et puis après ils redeviendront civils ou après ils feront partie intégrante de notre armée? Mais vont-ils pas Parce nous payer que, une facture? c'est là le problème. S'ils sont venus simplement en aide, après ils risquent de nous demander une facture. C'est un peu comme les mercenaires russes. Ils combattent et puis après vous payez, ils partent. Mais si nous ne sommes pas en mesure de payer, n'est-ce pas là des petits groupes de rebelles qui vont nous agresser plus tard? Exactement. Donc, je pense qu'il est grand temps de limiter leurs activités ou au besoin de les arrêter. Merci. Parce qu'effectivement, l'avenir risque de nous être coûteux. Grand merci à vous, cher Jonathan Gbele. Merci à vous également de l'invitation. Très bien. Ça en est fini, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. J'avais reçu pour vous Jonathan Gbele, promoteur ou initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. On se retrouve demain mercredi avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.